Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui mardi 25 août 2020. Nous parlerons coronavirus, je veux dire sensibilisation sur le coronavirus, et en deuxième partie, nous serons avec les confrères journalistes, si tout va bien. José Rick Gagli sera parmi nous aujourd'hui, il sera accompagné de Germain Pouli. On parlera du kiosque des produits togolais. D'abord, on parlera du coronavirus avec la situation à Sokodé et dans certaines villes du Togo. Et également, nous parlerons de la crise politique au Mali. Pour terminer bien, tout de suite, nous sommes avec l'invité qui va nous sensibiliser sur le coronavirus. Aujourd'hui, nous parlerons des consommateurs. C'est pourquoi nous sommes avec le chargé de communication de l'ATC, M. Freddy Dounia. M. Freddy, bonjour. Bonjour, madame. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. C'est nous que vous remercions par avance. Eh bien, nous l'avons dit tout à l'heure, les chiffres ne cessent d'augmenter. Vous n'êtes pas trop partant pour donner ces chiffres à la télé, mais en tant que citoyen conscient de la situation, il faut aller vers l'information. Oui, aller vers l'information, pousser les citoyens à aller vers l'information, c'est une manière de les responsabiliser, de leur faire prendre conscience de la réalité, de l'existence de la chose et de son évolution exponentielle. Bien sûr, ces derniers, au Togo, il fut quelques mois, on avait juste 3, 4, 5 cas, mais actuellement nous en sommes à 300 quelque chose dépassé. Quand toujours on fournit les chiffres d'une manière éparse, le citoyen se dit, la situation, quand on attend, ils viendront nous informer, mais quand on laisse, ou bien on oblige d'une manière subtile le citoyen à aller chercher l'information du chiffre, ça les aide à prendre conscience et à prendre toutes ses responsabilités vis-à-vis de la situation qui s'impose. Eh bien, nous savons que le comité de riposte de cette pandémie est composé de plusieurs personnes. C'est vrai que c'est dominé en majorité par les docteurs, les médecins et autres là. Mais vous êtes l'association togolaise des consommateurs. Quel rôle joue votre association dans ce comité-là ? Merci madame encore pour cette question. Les associations de consommateurs relevant de la société civile, nous sommes des tandems de communication, de passage des informations et de sensibilisation vis-à-vis de la population. Vous n'êtes pas sans savoir que le citoyen lambda, la majorité, ne va pas vers les informations. Ils attendent que l'information leur vienne tout dru, mais dans ce cas d'espèce, il faut que nous allons vers l'information, mais dommage, tout le monde ne va pas vers l'information et nous faisons le devoir en tant qu'éducateurs, en tant que membre de la société civile, en tant que association de consommateurs, d'apporter l'information parce que la situation urge. Il se doit qu'on informe d'une manière boostante la population. Alors, c'est pour cela que vous êtes associé à ce comité-là. Bien sûr. Eh bien, quelles sont les actions que vous avez déjà eu à mener sur le terrain depuis le début de cette crise ? Depuis le début de la crise, nous avons été associés à la confection de spots pour la situation dans les diverses langues des diverses régions du Togo, que nous faisons passer sur les radios de proximité dans ces milieux, et nous allons vers les populations, les écoles, les marchés et autres pour informer beaucoup plus la population sur les diverses dispositions prises par le gouvernement en vue de juguler cette pandémie. À chaque fois que vous vous déplacez, vous êtes avec la force spéciale anti-Covid ou bien vous y allez seul ? Nous y allons souvent seuls parce que
la force anti-Covid, moi je ne trouve pas en personne responsable qu'il faille une force coercitive pour nous aider à juguler la situation, bien passer l'information. Tous les citoyens doivent le savoir. Faire la résistance, c'est ouvrir la vanne pour que cette pandémie écrase toute la population. Quand nous allons vers elle, la population, pour apporter l'information et les aider en nous aidant à juguler la situation, je ne vois pas que des gens s'élèvent pour dire dégagez, dégagez, pour que les gens nous bousculent, afin que la situation qui impliquerait l'intervention de la force Covid soit justifiée. Eh bien, depuis le début de cette crise, nous avons remarqué la flambée des prix des produits de première nécessité dans nos différents marchés. Qu'est-ce que vous avez eu à faire pour dire non à ça? C'est vrai que le ministre du Commerce, lui, il a eu à faire certaines sorties. Il a également sorti un communiqué. Mais vous, en tant qu'association des consommateurs, quel acte avez-vous posé? Justement, dès le début, au début de cette crise de Covid-19, même la première chose dont qu'il faut se procurer, les masques, en l'occurrence les masques, ont coûté cher. On a vu des masques qui se sont vendus à des prix astronomiques sur le marché. 500 francs, 700 francs, même parfois 1000 francs le masque à l'unité. Mais aujourd'hui, nous avons vu que les prix sont tombés à la baisse. Les gens disent souvent, en situation malheureuse, certaines personnes en profitent. Des commerçants véreux en ont profité. Ils ont trouvé l'ouverture d'une manne pour s'enrichir. La pendule a été remise à l'heure. Le gouvernement a fait son intervention. Le ministre est sorti. Et il a sorti des communiqués appelant les divers acteurs de la société en tant que producteurs de services, commerçants, c'est-à-dire tous les maillons de la société à assurer ou bien à accomplir la tâche et à le faire dans le sens de l'intégrité et du devoir citoyen vis-à-vis de la situation. À vendre un masque à 800 francs, Monsieur X peut l'acheter, mais Y et Z ne peuvent pas l'acheter. Ça fait qu'eux, ils sont exposés à la situation. Mais par contre, quand on le met dans les normes où tout le monde peut être en acquisition du produit, c'est bon. Même jusqu'aux denrées alimentaires. C'est vous qui avez fait les doléances. Nous avons accompagné les doléances parce que du haut sommet, c'est-à-dire le président de la République, je m'incline, jusqu'à la personne la moindre considérée de la société, nous sommes avant tout des consommateurs de denrées alimentaires et des consommateurs de services. Donc, il se doit que le service soit assuré, le service de proximité, c'est-à-dire production, consommation, soit assuré. Et même si personne n'est là pour porter l'information au niveau des autorités, même eux-mêmes, elles le sentiront tout de suite. Mais tout le monde ne peut pas courir à la porte du ministre pour dire il y a telle action qui se fait, les produits commencent à coûter cher, les gens vendent à des prix exorbitants, non. Mais il se doit que certaines personnes, certaines organisations prennent le devant, soit les porte-voix de la société, de la population. Donc, en résumé, vous êtes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix et la voix de ceux qui ont la voix, mais ne peuvent pas accéder tout de suite à ce niveau. En temps réel, nous représentons tout le monde. Et c'est en votre nom que nous approchons les autorités pour faire ce qui se doit d'être fait.
Eh bien, qui parle de consommateurs parle de l'économie du pays. Bien et sûr. le gouvernement a fait de nouvelles réductions fiscales aux acteurs de l'économie. C'était le 30 juin dernier pour soulager ces acteurs-là. Vous trouvez que cette disposition, elle est suffisante ou bien il faut d'autres mesures d'accompagnement par rapport aux Merci acteurs pour économiques? la question. Vous avez dit, trouvons-nous ces mesures suffisantes? Même si elles ne sont pas encore suffisantes, elles sont à féliciter. Elles sont à féliciter dans la mesure où elles mettent la prise de ces décisions, mettent les producteurs, les pourvoyeurs de services, cette prise de décision les met à l'aise plutôt dans leurs finances. D'abord, la réduction, la suspension des pénalités à payer, ce qui fait un plus-value aux producteurs. La suspension de certaines mesures aide plutôt le pourvoyeur de services, le producteur, les divers acteurs du circuit à se sentir à l'aise dans leurs finances. Et eux, ils doivent se faire le devoir de faire rejaillir l'implication de ces mesures dans l'assiette du consommateur, dans le panier de la ménagère, dans la mesure où ils ne sont plus contraints à certaines situations, mais ils ont vu la situation plus allégée. Donc, étant plus allégés, ils ne doivent pas fermer le robinet ou bien dire, ça fait une double entrée, gagnons toujours plus, mais ils doivent aussi revoir dans la situation possible la réduction des charges qu'ils mettent face au paiement des obligations qui leur étaient imposées avant. Depuis quelques jours, nous assistons à un bras de fer entre le maire du Golfe 5 et les tenanciers du bar. C'est vrai que les tenanciers du bar, ils sont toujours sous votre protection aussi. Ils sont des consommateurs, non? Tout le monde est protecteur et tout le monde qui est protecteur, consommateur, relève un peu de notre parapluie. Est-ce que vous avez été approché par ces tenanciers de bar là, par rapport à la situation qui prévaut actuellement dans le Golfe 5? Approché ou pas, vous venez de dire que le maire du Golfe 5, en l'occurrence M. Aboka, a posé des actes. Nous ne sommes pas ici à l'association togolaise des consommateurs. Non, je ne vous demande pas de le juger. Justement, c'est ce que j'allais dire. Je ne veux pas le juger, mais soyons tous conscients. Regardons en face la réalité. Au jour le jour, le comité de riposte anti-Covid donne des chiffres et je n'ai vu en aucun jour le chiffre revenir à la baisse. Le comité a posé des conditions, a édité des conditions de riposte, des mesures barrières. Il faut respecter. Qu'il faut respecter avec des lettres majuscules et en lettres de feu. Qu'il faut respecter. Bien sûr, tout le monde doit gagner son pain, mais on ne doit pas gagner son pain dans l'illégalité, dans le déni des règles éditées par l'État où nous vivons. Ce qui, même dans la jante animale, il y a une structuration et toutes les composantes de cette jante suivent la logique imposée. Par exemple, dans les bars, d'abord, pour consommer, il faut descendre sa bavette. Et quand on parle, on ne la remonte plus quand on consomme. Et quand on parle... Si on ne peut pas avoir sa bavette en consommant, on ne peut jamais l'avoir. Donc, au moins respecter les distanciations et autres. Nous ne sommes pas ici pour juger, bien sûr. Si le maire de la commune numéro 5 en fait trop, il a été élu et il est sous l'autorité de l'administration territoriale. Il rendra compte à ses autorités supérieures. C'est à eux de voir l'étendue de l'acte qu'il pose et d'en décider. Et s'ils abusent, ils taperont sur la table. Mais jusqu'au niveau maximum, ils sont en train de voir. Je ne vais pas ici
me mettre à faire étalage de certaines choses, mais à la suppression ou bien à la fin du confinement, c'est-à-dire à la levée du confinement, le déplacement territorial aussi, les barrières qui ont été levées, toute la population a eu à croire à un certain moment que c'est que la maladie est finie. Tout le monde navigue comme il veut. On navigue comme on veut sur un océan où il y a un calme, mais sous ce calme, il y a une forte houle qui monte depuis le fond de l'océan Covid, qui risque de nous envahir tous si nous n'y prenons garde. Prenons conscience, faisons tout. Nous, par exemple, en ma personne et certains parents, quand on en discute, nous avons peur de l'école primaire jusqu'au niveau universitaire ou bien à la classe de terminale. Il y a 13 classes avec des effectifs différents. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que 4 classes qui vont et qui viennent en attendant. Mais quand les 9 autres vont s'ajouter. Alors que la rentrée est prévue pour octobre. Pour octobre bientôt. Donc, nous qui sommes en activité, nous parents, nous personnes âgées, prenons nos responsabilités, population togolaise, soyons sincères, prenons nos responsabilités afin que nos enfants, nos suivants, nous suivent, au moins dans la bonne ligne. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre entretien, mais quand même, je vais vous laisser. C'est vrai que vous avez déjà commencé par conscientiser la population, mais c'est le moment de leur rappeler les gestes barrières. Voilà. Merci. J'ai trouvé le moment sincèrement trop court, parce que nous avons beaucoup à dire dessus. Oui. Les mesures barrières. Oui. Dois-je les rappeler encore plus tôt? Je dois le conscientiser, cette population, en lui disant les mesures barrières, nous les voyons tous les jours, mais que les chiffres, ça augmente. Les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent. Je me vois tout triste. Je suis très attristé à l'idée de voir des gens, les bavettes toujours sous le menton. Les gens qui se serrent la main, les gens qui se font des accolades. À la télé, quand on suit les informations dans les pays étrangers, par exemple sur la TV5, ou bien la France 24, ou bien d'autres chaînes, c'est parce qu'il y a eu des fêtes, les gens dans les accolades et tout, les chiffres ont augmenté. Nous ici, ayons le courage d'aller vers l'information. Poussons nos enfants à aller vers l'information, à rechercher, à voir. N'attendons pas que l'information nous arrive. Comportons-nous à gens responsables. Éduquons les enfants à aller vers l'information des chiffres et des comportements. Dans la mesure où, par exemple, vous éduquez votre enfant tous les jours en lui apportant le repas de la cuisine. Laissez-le descendre à la cuisine à un certain moment pour savoir quelle est la couleur du carrelage de la cuisine et autres. Sinon, on ne lui rend pas service. Il faut que les enfants aient le courage de savoir les chiffres, les comportements que nous devons adopter pour pouvoir les communiquer à leurs amis. C'est plutôt nous les adultes qui sommes très réticents ou bien désinvoltes vis-à-vis de certaines mesures. Et il nous faut, avant de dire à l'enfant respecte telle mesure, plutôt qu'il nous voit faire la mesure et qu'il nous copie, plutôt que de les leur imposer sans les observer nous-mêmes. Merci à vous, Monsieur Freddy Dounia. Bien de choses à tous vos collègues de l'ATC. Du courage à vous. Chers téléspectateurs, c'est donc à la fin de la première partie, la partie consacrée à la sensibilisation sur le coronavirus. Nous allons marquer la très courte pause et on revient avec les confrères journalistes pour débattre de l'actualité sociopolitique dans notre pays et au-delà de nos frontières. À tout à l'heure. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées.
Des infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Des infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Retour donc en studio, vous allez constater tout à l'heure, je suis avec certains produits togolais, le Made in Togo. C'est mardi, Germain avec nous, on va parler du kiosque des produits togolais, mais il ne sera pas seul aujourd'hui, j'ai bien fait le choix, Togo Nigma. On va parler de Togo, on est avec le directeur de publication de Togo Nigma. Eric, bonjour. Oui, bonjour, ma très chère Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Il ne faut pas faire des jaloux. Surtout, on va pas finir de très cher. Alors que mon patron est juste à côté, Eric, il ne faut pas faire des choses comme ça. Non, tout ça, c'est un réveil matinal très très sympa, surtout avec les produits togolais que nous avons en face. La terre de nos aïeux, ce qui est produit chez nous. Et je remercie, je ne cesserai jamais de le dire, consommons togolais. Germain, bonjour. Bonjour Alita, bonjour Joseph. Bonjour Eric. Et le kiosque, comment bonjour ça va? Les téléspectateurs de l'U47. Une semaine après l'ouverture officielle. Oui, une semaine après. Est-ce que les gens font le déplacement? Grâce à Dieu, on reçoit des visiteurs chaque jour. Alors, je vois quelque chose là devant moi. C'est une liqueur. Oui, Made in Togo. C'est la boisson locale. Une liqueur aux épices. Donc, c'est fait à base du whisky togolais, ou du gin si vous voulez, et avec des épices bien choisies par le producteur togolais. C'est une bouteille qu'il faut forcément découvrir. Donc c'est la liqueur aux 4 épices. Alors, si quelqu'un est intéressé, vous pouvez passer tout à l'heure, juste après l'émission, je peux vous servir, passer tout à l'heure. C'est pas cher. Faites donc le déplacement. Je rappelle que nous sommes à Togo-les-Copains, juste en face du CMS. Venez là et vous allez trouver votre liqueur. Mais si vous ne pouvez pas faire le déplacement, tout de suite, vous allez à la boutique, c'est à Hijranawe, et vous allez trouver ces produits-là dans la boutique où carrément vous composez le 90, Germain. 02 76 54. Eh bien, Eric, je sais que vous aimez le Made in Togo, d'où le nom de votre journal Togo Nigman. Germain, vous avez partagé le plateau avec lui plusieurs fois quand il a fait la promesse de ce kiosque.
Malheureusement, vous n'étiez pas là quand on a fait le lancement, l'ouverture officielle. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous allez au kiosque, tout est là. D'abord, je suis satisfait à la place de mon confrère Germain. Je suis très heureux, pour ne même pas dire que je suis tellement fier d'être togolais. D'abord, fier de consommer tout ce qui est togolais et fier de son initiative, de ce qu'il a bien voulu faire de nos produits togolais. Parce que souvent, quand nous allons dans les supermarchés avec des chariots, nous sentons fiers d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, de l'Occident, parce qu'on se dit on est huppé, on a de l'argent, on est trop fiers. Mais quand il s'agit de consommer le adémé de chez nous, le molou de chez nous, je sais pas moi, la liqueur de chez nous, les gens se disent « Oh, c'est quoi cette histoire-là » Alors que quand nous consommons par exemple cette liqueur, aux 4 épices, c'est ça, non, je crois, le casque. Pourquoi avoir parlé de la liqueur? Pourquoi parler d'autres choses? Non, parce que souvent, je peux vous citer juste en quelques secondes une anecdote. Je fêtais mon anniversaire le 7 août passé. Et en plus, il ne nous a pas invités. Non, après, c'est pour dire que c'est Corona. Simplement, le gouvernement nous a interdit oui, on connaît ça. De plus de 50 personnes. Non. Et j'ai eu que 10 personnes chez moi. Et j'ai exigé du Tukutu, du Solabi, du Dera de chez moi, avec du Adémé, Koumé, BCC, des trucs comme ça. Les gens m'ont demandé, mais il y a du champagne ou pas? J'ai dit non, pas de champagne chez moi. Je suis togolais, je consomme togolais. Certaines personnes qui se croient supérieures ont fait un peu la mine, mais je peux vous assurer. Ils ont adoré. Quelques instants plus tard, mais l'ambiance a surchauffé. C'est-à-dire, on s'est senti fier d'être africain. Alors, c'est pour ça que tout le temps, je dis à mes amis, consommons d'abord togolais avant de consommer du whisky, du champagne de l'extérieur. Nous avons notre champagne qui est le Tukutu, hein, il suffit de le mettre au frigo un petit peu, hein, ou le Dera, hein, il suffit de le mettre, ça c'est du vin hein, de chez nous. Et pourquoi ne pas consommer de la boisson traditionnelle de chez nous, fabriquée chez nous, qu'à chaque fois de faire des sous pour l'extérieur? On se plaint tout le temps qu'on n'a pas nos finances ne vont pas bien. On se plaint tout le temps de l'économie de notre pays. Mais est-ce que nous participons justement à l'économie de notre pays? Non. On se contente d'enrichir l'extérieur, mais on ne produit pas, ou bien on ne consomme pas ce qui vient de chez nous. Si demain nous voulons que le kiosque de M. Germain Pouli puisse évoluer, c'est à nous. C'est à nous de l'aider. Comment l'aider? Aller acheter ce qu'il vend. Mais là, on se contente d'aller dans le supermarché champion, etc. Alors qu'il y a à côté... On ne va pas faire de publicité. Germain, quand on va dans votre boutique, dans le kiosque, on ne voit pas seulement ces produits ainsi. La régie le permet. Il y a d'autres choses là que j'ai vu fabriquées par des Togolais. Ça, par exemple, Germain. C'est du made in Togo également? Oui, c'est du made in Togo. Ou bien vous l'avez importé, retapé? Tout ça a été fabriqué au Togo. Ça, c'est de quoi faire un barbecue. Mais ça, c'est un fourneau amélioré, assez extraordinaire. Et là, on n'a pas besoin d'éventail pour envoyer de l'air et braiser, donc embraser plutôt le charbon et faire du feu. Il y a une pompe qui envoie de l'air et puis qui permet donc d'allumer. Et ça, c'est une nouvelle invention d'un ingénieur togolais. C'est un foyer amélioré avec un soufflet qui fonctionne à l'électricité, justement, mais à faible énergie. Et donc, ça permet de ne plus fatiguer la bonne dame ou le monsieur qui est obligé de tenir un éventail. Donc il y a un soufflet qui est adapté et là c'est en phase expérimentale. Il a bien voulu nous l'apporter au kiosque. Il est en train, donc dans une phase de production massive pour voir comment... Donc si on vient au kiosque, aujourd'hui on peut partir avec ce fourneau? Là il est juste en exposition, il est en train de produire et il nous a juste fait l'honneur donc de l'exposer. Il est également le concepteur d'une tenue anti-piqûre des moustiques.
Alors, c'est une tenue quand vous la portez, même quand les insectes se posent sur vous, ils ne peuvent pas vous piquer. On reviendra parler de ça. Donc, le kiosque, c'est tous les produits fabriqués donc au Togo et par les Togolais surtout, et qui vont des nouvelles technologies, à l'artisanat, à l'agroalimentaire. Et là, vous avez de l'huile de soja. Là, vous avez des céréales enrichies à la vitamine. Vous pouvez faire la pâte avec, vous pouvez faire toutes sortes de nourriture avec. De la bouillie. Voilà, et ça, c'est du jus miato. C'est notre jus à nous, donc fabriqué par plusieurs producteurs, donc qui passent par les kiosques, qui, il faut le rappeler encore une fois, n'est pas seulement une boutique d'exposition des produits togolais, mais une boutique de promotion. Et c'est pour cela que nous sommes ici à U47 Alors, avec ces quelqu'un vous produits. posait une question la dernière fois, la personne veut être sûre que quand elle viendra dans votre boutique, elle trouvera les produits là au même prix que chez les Oui, producteurs. tout à fait. C'est d'abord... Parce qu'elle n'y croyait pas. Oui, mais Elle ça disait, fait... bon, Nous il a avons loué, un accord avec les producteurs, c'est-à-dire de faire en sorte que le produit ne soit jamais plus cher au kiosque qu'ailleurs, d'abord. Donc, c'est le dernier prix auquel le producteur le vend que nous pratiquons. Et donc, nous, pour l'instant, ce n'est pas l'intérêt qui nous intéresse. On ne veut pas faire beaucoup de bénéfices, mais c'est de promouvoir et espérer quand les gens vont avoir cette habitude de consommer. Là, on va commencer par gagner sur le nombre d'articles qu'on aura vendus. Donc, avec tous les producteurs, on signe une entente préalable qui fait qu'on ne peut pas trouver ces produits-là à un prix moins élevé nulle part. Donc, au kiosque, c'est le dernier prix qui fabrique le prix le plus bas, donc qu'on pratique. Donc, c'est un accord entre les producteurs et nous pour qu'on n'ait pas l'impression que au kiosque, on essaie de faire des bénéfices au détriment du consommateur. Du consommateur. Voilà. Eric, peut-être un mot avant qu'on passe à autre chose, on va parler encore Tout coronavirus. simplement, je ne fais que inciter mes concitoyens, leur demander de consommer togolais, je n'arrêtais pas de le dire. La preuve, Germain habillé en tissu togolais, enfin je vais dire africain. Moi pareil, c'est pas tout le temps des costumes, tout le temps des cravates. Puis je dis encore une fois, je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, de passer le mot à leurs voisins à côté et dire consommons togolais, c'est le plus important pour l'instant. Consommons togolais. Comme Nyoto, consommons produits togolais. Voilà. Eh bien, nous allons parler coronavirus avec le bouclage de certaines villes, 3 villes, et le couvre-feu instauré dans ces villes. Il s'agit de Sokode, Tchamba et Djingré pour limiter la propagation du virus. Eric, nous savons aujourd'hui la situation de ces villes. Quel coût pour l'économie de notre pays? Parce que le coût que va prendre l'économie. J'ai compris. Je reviens de très loin. Surtout que c'est dans la région centrale. Oui. Vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, comme on dit souvent. Je pense que le citoyen togolais est un peu têtu. Quand je dis têtu, c'est-à-dire il y a beaucoup de laisser-aller dans nos comportements. C'est vrai qu'on nous a imposé certaines, pas imposé, mais il y a des situations qui s'est imposées à nous, Covid-19, les gestes barrières qui s'est aussi imposé à nous, ce que nous ne faisons pas avant, on nous demande de le faire maintenant. Et il y a pas mal de Togolais, pas mal de citoyens qui pensent que tout va bien, du moment où souvent les gens le disent très mal, nous n'étions pas en confinement, nous étions tout simplement dans une mesure spéciale où il y avait des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Mais une fois l'état d'urgence où certaines choses ont été levées... L'état d'urgence n'est pas encore levé. Non, je parle par exemple des bouclages de certaines villes, des barrières qui ont été... Enfin, beaucoup de choses qui ont été levées. Les citoyens pensaient tout simplement que ça y est, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de Covid-19. Donc on a repris nos habitudes, pas de distanciation dans les bars, on se salue, on se fait des « allez mon pote », des trucs comme ça. Bref,
ces comportements ont tellement, surtout pendant la fête de Tabaski, on a remarqué que les gens n'ont pas du tout respecté ces mesures barrières. Et aujourd'hui, dans certaines villes telles que Sokode, Tchamba, etc., c'est la ville à forte population musulmane, où la Tabaski a eu des effets néfastes un petit peu. On sait comment la Tabaski se passe là-bas. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le gouvernement boucle encore ces villes-là, je pense que c'est de bon cœur. C'est pour les protéger. Parlons de l'économie. C'est vrai que ça va avoir un coût. C'est normal que ça va faire mal. Mais, comme je dis souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc forcément, on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec, Germain. Région centrale, bouclage de ville dans la région centrale. Oui, tout à fait. Donc, c'est obligé. Avant, il y a ce petit village aussi de Soudou qui avait connu des mesures assez exceptionnelles. Donc, et bien avant, il y a eu d'abord Lomé, et quelques villes. Après, il y a eu Sokwadi une première fois, avant la levée du couvre-feu, l'allègement de certaines mesures. Donc, les derniers cas de contamination dans ces zones-là, surtout, Joël et José le disaient tout à l'heure, surtout la non-collaboration de population et l'inconscience des populations, la banalisation même de la pandémie. Et vous avez des gens qui ont le courage de vous poser la question si vous avez déjà une fois vu quelqu'un qui est atteint de Covid. Ceci pour réfuter l'existence de la maladie. Quand vous savez que c'est difficile de répondre à cette question, parce que plusieurs parmi nous n'ont jamais vu Est-ce que nous sommes médecins? Voilà, donc quand on vous dit... Et puis c'est pas tous les médecins qui entrent en contact avec ces gens. Il y en a qui ont le culot de dire, mais est-ce que vous avez déjà vu, ça n'existe pas, ça c'est des trucs de blanc, tout ça, nous ici on connaît ce genre de maladie, on est habitué, voilà un peu. Et ce genre de comportement ajouté en plus au refus de collaborer, parce que dans ces zones particulièrement, les cas contacts ont été difficiles à détecter. C'est-à-dire quand quelqu'un est testé positif, les personnes avec qui il est entré en contact, en principe, ils prennent la fuite. Nous avons eu un invité ici qui a dit que c'était tellement difficile. Voilà, même quand ils ne prennent pas la fuite, on les cache. Donc ça fait que c'est compliqué à gérer, parce qu'en réalité, c'est ce dispositif qui permet de limiter la propagation. Donc quand vous êtes malheureusement touché, on voit qui et qui vous avez pu contacter depuis un temps, et puis toutes ces personnes-là, on essaie de les isoler, de faire des analyses, s'ils n'ont rien, ils reprennent leur vie normalement. S'ils ont quelque chose, on applique un peu le traitement. Et aujourd'hui au Togo, le traitement réussit tellement qu'il y a des centaines de cas totalement guéris, qu'on ne devrait pas pouvoir cacher les gens. Donc, et ne pas collaborer, ça a fait que l'État, aujourd'hui, pour limiter les dégâts, est obligé de revenir à la première mesure, donc avec le bouclage des zones, le couvre-feu et tout ça, pour essayer de contenir ce qui peut l'être. Et on souhaite vraiment que la population collabore, on souhaite vraiment que les leaders dans nos communautés, les associations de jeunes, les sages et tout ça, passent vraiment à l'étape de sensibilisation. Maintenant, vous l'avez dit, ce sont des villes qui sont assez connues pour le rapport dans le domaine commercial, dans le domaine des transports, et tout cela. Donc, forcément que ça va affecter. Mais, imaginez-vous, et on le dit dans le domaine des transports, si ça ne se fait pas, vous voyez un peu, en termes de mouvement, comment tout peut partir de ces zones-là et toucher beaucoup plus les autres coins du pays. Donc, souhaitons que ces mesures-là soient respectées, qu'elles ne durent pas dans le temps et que très vite, les populations de ces zones prennent conscience de la gravité de la situation
et respectent totalement la mesure barrière. Eh bien, nous allons aborder le dernier sujet à l'ordre du jour, c'est la situation au Mali. Le Conseil national pour le salut du peuple a démenti la supposée transition militaire de 3 ans annoncée par les médias français. Germain, quel intérêt auraient les médias français à annoncer cette transition de 3 ans dirigée par les militaires? Bon, il faut dire que le média n'a en réalité aucun intérêt. Maintenant, il peut se tromper, comme il peut avoir raison, hein, parce que là, hier nuit encore, le média français insistait sur cette transition de 3 ans, alors que la junte militaire dit qu'elle n'a pas encore pris une décision dans ce sens. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, donc étant de la presse, si cette information a pu être publiée, c'est qu'il y a un bout de vérité dedans. Mais aujourd'hui, si la junte rassure qu'il n'en est rien, c'est tant mieux. Donc pour les Maliens qui ont envie que très tôt, le pouvoir revienne aux civils, que la transition ne dépasse pas 1 an et que à l'issue donc des consultations et des réformes qui seront faites dans ce pays-là, qu'on puisse passer le pouvoir donc à des personnalités civiles. Donc on ne peut que le saluer, mais déplorer quand même le fait que la CEDEAO finalement reparte bredouille. On va aborder le cas CEDEAO tout à l'heure. Mais cher Eric, dites-moi, cette période de transition, est-ce qu'elle sera facile d'abord pour le peuple malien lui-même et pour la junte? Quand j'ai lu le communiqué, enfin je veux dire l'annonce des médias français, comme l'a dit tout à l'heure Germain, il y a une part de vérité. Certainement qu'il y a une fuite du côté de la CEDEAO, une fuite du côté même de la junte, qui a alerté un petit peu les médias européens, RFI, etc., qui ont annoncé la nouvelle. Mais, comme je le dis, 3 ans, c'est beaucoup. Surtout quand j'ai lu toujours le communiqué qui insiste en disant que 3 ans de transition avec un gouvernement à forte connotation militaire, je me dis, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que on connaît ce qu'on appelle militaire, on sait ce que c'est. Je pense que la transition doit être rapidement, ne serait-ce que 6 à 9 mois, 1 an maximum, pour redonner le pouvoir aux civils et d'aller de l'avant. C'est fait, c'est fait. La situation étant consommée déjà, donc je pense qu'il vaut mieux aller vite aux élections, aux consultations et élire un président civil et puis que le Mali reprenne la vie d'un pays normal. Voilà. Visiblement, la junte ne fléchit pas devant la CEDEAO. Excusez-moi de le dire, monsieur Machin, que vous appelez la CEDEAO, moi j'ai jamais cru, parce que quand on voit tout ce que la CEDEAO, qui vient toujours en tant que sapeur-pompier, n'éteint jamais le feu, et vient après, une fois les choses deviennent un peu plus graves, c'est là où il s'avance. Au début de cette crise, je pense que la CEDEAO a joué un mauvais rôle. Parce que quand déjà, même la personne, déjà je félicite monsieur, je vais dire Ibeka, d'avoir, même si c'est sous la pression, d'avoir accepté de partir, et même il a dit qu'il ne reviendrait plus, même plus une seconde, il ne reviendrait plus au pouvoir. Déjà, je dis qu'il est intelligent et qu'il ne veut pas que le sang coule. Déjà, je le félicite pour ça. Mais déjà, quand les manifestations ont commencé, où l'imam Diko avec la population, une partie de la population, je dirais plutôt, a commencé à faire des manifestations, déjà la CEDEAO devait aller à la source, c'est-à-dire réfléchir à la situation et ne pas dire tout le temps respecter la Constitution, respecter, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Voilà, nous en sommes là, le peuple a choisi, l'armée a intervenu, Ibeka est parti, et qu'est-ce que la CEDEAO peut faire maintenant? Rien. Donc je dis, la CEDEAO ne joue pas souvent le rôle qu'il doit jouer. Quand on voit même le cas de la Côte d'Ivoire, de certains pays, où
eux-mêmes avaient voté, pas plus de 2 mandats, c'est eux-mêmes qui l'avaient dit, la CEDEAO, je me rappelle très bien. Mais aujourd'hui, il laisse faire 3 mandats, 4 mandats, même peut-être 8 mandats ou 20 mandats. Et on est parti pour. Donc la CEDEAO ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, la CEDEAO doit être la CEDEAO du peuple et non le syndicat des chefs d'État. Germain, quel est aujourd'hui le poids de la CEDEAO? Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, cette junte-là, apparemment, qui n'a pas peur de la CEDEAO, elle fait ce qu'elle veut. Elle s'en fout de ce que dit la CEDEAO. C'est pas que de la CEDEAO seule, elle n'a même pas peur de l'ONU, qui aussi a appelé un retour à l'ordre constitutionnel. Non, je pense que quand il s'agit de coup d'État, c'est que toutes les institutions sont suspendues. Ça fait que ceux qui ont perpétré, ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ils prennent le plein pouvoir. Donc ils font ce qu'ils veulent. Il fallait éviter ce coup d'État. La CEDEAO n'a pas pu l'éviter. Et donc c'est consommé. Elle ne peut que prendre des sanctions. Et en même temps, la CEDEAO est consciente que ces sanctions risquent d'affecter beaucoup plus la population, qui souffre déjà, qui a poussé une partie de cette population-là à aller dans les rues. Donc la CEDEAO, après l'échec de la médiation de Goodluck Jonathan, de la délégation de Goodluck Jonathan, reviendra voir s'il faut renforcer les sanctions ou plutôt les diluer. Mais je pense que si la junte annonce très tôt ses intentions et que la transition s'annonce bien, je pense que les sanctions vont être allégées. Par contre, je ne suis pas d'accord quand Eric dit que ça va être de la CEDEAO de machin, qu'elle ne joue pas son rôle là. La CEDEAO a eu des succès assez éclatants. On a vu en Gambie avec Yaya Jammeh, on a vu en Guinée-Bissau aujourd'hui aussi. Il y a un semblant de stabilité, c'est que la CEDEAO a tapé du poing sur la table. Donc là où elle peut le faire, elle le fait, mais par endroit, elle ne peut pas le faire parce que nous sommes d'abord dans une communauté économique au départ. Et c'est maintenant que la CEDEAO s'est politisée un peu et s'implique avec le protocole sur la bonne gouvernance, voir un peu ce qui se fait. Et la CEDEAO aussi s'occupe de la justice, avec la Cour de justice de la CEDEAO et tout ça. Donc, au départ, la CEDEAO n'était pas créée pour gérer toutes ces questions. C'était pour gérer des questions économiques. Mais la communauté ne peut pas réussir si elle ne... Pas stable. Voilà, si sur le plan politique, sur le plan de la justice, ça ne va pas. Donc voilà pourquoi la CEDEAO a quand même pris sur elle d'intervenir dans certains domaines. Et elle le fait que dans les mesures de ses prérogatives, parce que tous les États sont souverains. La CEDEAO ne peut que les sanctionner par rapport à la communauté dans laquelle ils sont. Maintenant, la CEDEAO dit on suspend ça, mais tous les autres pays qui ne sont pas de la CEDEAO vont maintenir les relations avec le Mali. Donc c'est tout ce que la CEDEAO peut faire, et parce qu'on n'a pas respecté ces règles, mais le Mali est souverain, l'armée a pris le pouvoir, je ne dirais pas... Et apparemment, sur le plan international, l'un des pays à être d'accord avec la junte, c'est la Russie. Bon, être d'accord, non, tout le monde est d'accord, parce que finalement, tout le monde a laissé tomber Ibeka. C'est que le Mali aussi est un pays qui a une tradition de coup d'État facile et réussi. Donc, quand ça a commencé, c'était prévisible que la rue arrive à chasser Ibeka. Il ne s'agit pas du peuple ici, je suis désolé, ce n'est pas le peuple. C'est une partie du peuple qui peut être une minorité, mais dont l'armée s'est saisie pour prendre le pouvoir, pour dire voilà, le peuple est dans la rue, on vous dégage, on ne vous laisse pas finir votre mandat, alors qu'il avait encore pratiquement 3 ans à faire. Donc, ça, ce n'est pas démocratique. Un président, on attend, il finit, et on le sanctionne, à moins qu'il commette une faute grave qui est prévue par la Constitution et qui peut faire qu'on le destitue. Donc, ce qui s'est passé au Mali, ce n'est pas le peuple qui a chassé, mais c'est l'armée qui s'est servi de la colère d'une partie du peuple pour prendre le pouvoir. Maintenant, s'ils viennent restaurer
les choses, c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. Mais s'ils viennent pour tenter de rester un peu au pouvoir, faire comme entêter et revenir après, ça va être un peu dommage. Il faut laisser maintenant la politique aux politiciens. Il faut que l'armée, elle a dit qu'elle va consulter toutes les couches sociopolitiques du pays, qu'elle le fasse, et qu'après qu'elle se retire pour laisser ceux qui ont l'habitude de s'occuper de ces affaires politiques-là, le reste du chemin à faire. Eh bien, Eric, le reste du chemin à faire. Nous n'avons plus de temps. Votre mot de fond par rapport à cette situation? Je pense que Germain a dit pratiquement tout. Quand je dis Germain a dit tout, il faut absolument que l'armée restitue le pouvoir aux civils. C'est vrai que ça ne sera pas facile, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça ne sera pas facile. Avec le Mali qui a cette tradition, comme on l'a dit si bien, Germain, de coup d'État. Mais je pense qu'il urge que l'armée comprenne qu'on ne peut plus continuer comme ça. Une transition très courte, des élections rapides, et que les civils reprennent le pouvoir, et que les politiques jouent le rôle de politique, et les militaires retournent dans leur caserne. Je pense que c'est ce que moi je souhaite pour le Mali en ce moment. C'est ce que nous souhaitons tous pour le Mali. Eric, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci. Malheureusement, c'est fini pour nous. Germain, merci à vous également. Bonne chance. Et rappelez une fois encore le numéro. Toute la visibilité que vous permettez d'offrir à nos producteurs togolais. C'est dans le cadre de notre partenariat. Merci à la direction générale de E47 qui fait un travail assez remarquable. Par ma voix, les producteurs vous disent merci. Merci à vous également. Bonne chance. Rappelez rapidement. Pourquoi vous montrez ça là? Pourquoi ne pas montrer ça là, Eric ou l'autre? Ça c'est pour ma petite fille. Pourquoi pas pour vous-même? C'est bien dosé pour eux. Jamais on rappelle rapidement. Oui, le numéro c'est le 90 02 76 54. Le kiosque est situé donc à Ijranaoui sur la rue du Grand Séminaire. C'est cette voie qui quitte le marché de Ijranaoui qui va au domicile du chef de l'État. Donc le kiosque est situé juste en face de l'établissement Vin d'Italie, après la pharmacie de Ijranaoui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne un rendez-vous jeudi à partir de 10h pour un nouveau numéro de votre émission d'information, l'actualité en débat. Au revoir. Ah,